En 2000, une note manuscrite a été découverte au fond de l'océan proche du cercle arctique, témoignant d'un drame inexplicable qui se serait passé sous l'océan. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes un féru d'histoires étranges, sombres et mystérieuses, alors vous êtes au bon endroit, car nous mettons en ligne une fois par semaine des histoires sur Mercredi Creepy. Un matin d'août 2000, 30 navires de guerre russes s'étaient arrêtés dans une section particulière de la mer de Barents. Pour rappel, la mer de Barents est une étendue d'eau glacée d'une superficie de 1 400 000 km². Elle borde le cercle arctique au nord-ouest de la Russie occidentale et au nord de la Norvège. Les 30 navires stationnaient dans cette étendue d'eau pour participer à un exercice d'entraînement militaire. Ils appliquaient des scénarios de jeux de guerre où un navire prenait l'apparence d'un combattant ennemi et le reste de la flotte devait le neutraliser. L'usage d'engins explosifs étant interdit et seules des ogives vides étaient lancées. À peu près à 9 h du matin, l'homme en charge de cette opération, l'amiral Zlatov, se trouvait à bord du porte-avions. Il autorisa l'un des sous-marins à tirer 2 torpilles factices sur une cible qui n'était en fait qu'un des autres navires. L'exercice durera plus d'1 journée. Ainsi, le débrief de la mission ne fut fait que le lendemain matin, soit 24 heures après le début de l'exercice. À ce moment-là, l'amiral Zlatov se retira du pont pour passer un appel avec des journalistes russes. Au cours de cet entretien, il leur expliqua que jusqu'à présent, l'exercice d'entraînement se déroulait exactement comme prévu et qu'il serait un succès retentissant pour la mère patrie. Mais en vérité, il y eut un problème. Au moment même où l'amiral Zlatov s'adressait aux journalistes, les membres des familles de certains des matelots entendirent des rumeurs contraires propagées par des journalistes indépendants. Selon eux, quelque chose de grave était arrivé à un des navires. Ce matin-là, la base navale fut envahie d'appels téléphoniques demandant si les rumeurs qu'on entendait sur le continent étaient avérées. Dans un premier temps, les opérateurs téléphoniques firent barrage et déclarèrent que rien d'anormal n'était arrivé et que même si quelque chose devait arriver, le personnel n'était pas autorisé à communiquer des détails même quelconques à des civils, surtout quand un exercice militaire était en cours. Mais à force de répéter le même discours et recevoir tant d'appels qui racontaient la même histoire de rumeurs, un des opérateurs téléphoniques finit par avouer qu'il avait lui aussi entendu quelque chose allant dans ce sens. Il sut rapidement reprendre son argumentaire en affirmant que si l'amiral Zlatov attestait officiellement que la mission était un succès, c'était qu'il avait la situation en main et qu'il ne pouvait laisser des navires être en difficulté et affirmer en parallèle au public que tout allait bien. Les familles se sentirent globalement soulagées, mais attendirent quand même d'avoir des nouvelles de leurs proches embarqués. Certains, en revanche, ne purent se contenter de cette réponse abstraite. Ils contactèrent donc les journalistes indépendants afin d'en savoir davantage. Selon eux, des scientifiques postés aux alentours de la mer de Barents, dont certains étaient britanniques et norvégiens, avaient capté des secousses inhabituelles dans cette zone. L'activité tellurique étant faible, ces professionnels émirent l'hypothèse d'une intervention humaine. Ainsi, certains scientifiques firent fuiter l'information auprès de journalistes afin d'en savoir plus. Quand les questionnements prirent une ampleur internationale, l'amiral Zlatov resta muet comme une tombe. Étrangement, les familles trouvaient que cela corroborait ce qu'avaient déclaré les opérateurs téléphoniques. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme l'adage disait. Durant ce dimanche, aucune action publique ne fut entreprise pour savoir s'il s'était passé quelque chose de grave ou non. Quand l'exercice fut officiellement terminé, 24 heures après son commencement, l'armée fut obligée de communiquer. La déclaration fut à nouveau reportée. Le lundi 14, soit 48 heures après le début de l'exercice, il eut enfin des nouvelles. Le fait de retarder cette annonce et la façon de raconter les faits représentaient bien la mentalité des gouvernements. Attendre le dernier moment dans l'espoir d'être sauvé de ses responsabilités. Sauf que ce jour-ci, il n'avait pas de réponse. Oui, c'est vrai, il s'est effectivement passé quelque chose pendant cet exercice. Le Yursk, l'un des sous-marins faisant partie des 30 navires, a rencontré des difficultés techniques mineures qui l'ont contraint à s'échouer au fond de la mer de Barents. Les mots utilisés pour décrire la situation n'avaient pas leur place dans ce discours. Comment un sous-marin échoué au fond de la mer pouvait être une difficulté technique mineure ?
Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci est absolument normal. Nous sommes en contact avec eux par radio. Tout le monde va bien. Nous injectons de l'air et de l'énergie dans leur sous-marin et d'ici peu, ils seront de retour à la surface. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Naturellement, les membres de la famille de l'équipage du Yursk avaient paniqué en entendant cela. Car même si le gouvernement se montrait confiant et pensait que tout allait bien, les membres de leur famille étaient piégés au fond de l'océan. Le Yursk était le meilleur sous-marin de la Russie. Elle n'avait pas lésiné sur les moyens. Il avait nécessité une part importante du budget national avec un endettement sur plusieurs décennies. Ce sous-marin était d'une taille sans commune mesure. 2 terrains de football réunis n'auraient pas suffi à le contenir. L'acier qui avait été utilisé pour le construire était spécialement traité pour lui. Une torpille qui toucherait sa coque extérieure ne ferait que des dégâts superficiels comparés à un sous-marin habituel. Il était également équipé à l'intérieur de toutes les technologies les plus récentes et les plus performantes que la Russie pouvait fournir. Si vous deviez être coincé au fond de l'océan à l'intérieur d'un sous-marin, vous voudriez être coincé à l'intérieur du Yursk. Les familles n'avaient donc que cet espoir infime, que le Yursk était bien aussi invincible que le prétendait le gouvernement. Pourtant, au bout de 2 jours, le vaisseau n'était toujours pas remonté. Les informations étaient données au compte-gouttes et restaient volontairement dans le flou. Il faudra attendre 9 jours pour qu'une équipe de plongeurs norvégiens décide de se rendre sur place et d'inspecter le sous-marin. Mais les médias du monde entier s'étaient emparés du sujet et un fait divers que la Russie aurait pu gérer entre ses frontières en étant honnête dès le début était maintenant au centre de spéculation. Les plongeurs arrivèrent donc à la profondeur de 100 mètres là où devait se tenir le sous-marin. Mais à la place, ils ne découvrirent qu'un trou immense et profond dont on ne voyait pas le fond. Le plateau océanique de la mer de Barents ne descendait pas aussi bas. Quel était ce trou ? Mais ce qui leur fit froid dans le dos était l'épave du sous-marin. Du fier vaisseau russe invincible, il ne restait que la moitié. Là où auraient dû se tenir les compartiments étanches avant, ne restait que de l'acier déchiré. Ils décrivèrent l'épave comme un morceau de papier qu'on aurait arraché. Ils s'aventurèrent dans le restant du sous-marin pour atteindre le compartiment le plus éloigné et le plus intact. Ils ouvrirent le sas, attendirent que l'eau se vide, puis un silence de mort s'installa. Ils comprirent pourquoi le gouvernement n'avait pas dit toute la vérité. Si les détails exacts de ce qui s'était passé à l'intérieur et à l'extérieur du Yursk sont encore débattus aujourd'hui, un aspect de l'histoire est universellement accepté. Cet événement s'est passé dans le compartiment 9. Le compartiment numéro 1 se trouvait à l'avant du sous-marin. Suivez les compartiments 2, 3, 4 jusqu'au compartiment 9 situé à l'arrière. Nous pouvons nous les représenter comme des parties indépendantes d'un tube qui peuvent s'isoler les uns des autres en cas d'inondation et devenir totalement étanches. Ainsi, quand un sous-marin est attaqué ou a une avarie, le personnel peut se réfugier dans les compartiments non touchés. Si nous savons ce qui s'est passé dans le compartiment numéro 9, c'est parce qu'un membre de l'équipage du Yursk, âgé de 27 ans, Eugène Kolosnikov, nous l'a raconté. Eugène était né dans une famille de sous-mariniers. Son père était sous-marinier, son grand-père paternel était sous-marinier. Eugène était sûr de lui quand il entra dans la marine. À la fin des années 1990, son rêve était devenu réalité lorsqu'il devint officier et reçut l'ordre de servir à bord du Yursk. 4 mois avant cet exercice d'entraînement dans la mer de Barents, Eugène avait rencontré et très vite épousé une enseignante de lycée. Juste après leur mariage, il l'avait emmenée à bord du Yursk pour une visite et elle avait apporté une caméra afin de garder un souvenir de là où passerait le plus clair de son temps son mari. Sur cette vidéo, Eugène était tout sourire. Il était tellement heureux de lui faire visiter le navire, de lui présenter les gens et de lui montrer tous les espaces exigus à bord du sous-marin que l'on oublie presque qu'ils étaient à bord d'une arme nucléaire mobile. Il était évident qu'Eugène était très fier de son travail, mais aussi de partager cette partie de sa vie avec sa femme. Ainsi, le 12 août 2000, quand Eugène et 117 autres membres de l'équipage du Yursk venaient d'arriver à la section qui leur avait été attribuée dans la mer de Barents pour cet exercice d'entraînement, ils étaient excités. À 11h27, le capitaine du Yursk appela par radio l'amiral Zlatov, qui était à bord d'un porte-avions. Il l'informa que le Yursk était sur le point de lancer ses 2 torpilles factices.
Après cet appel, les hommes du premier compartiment du Yursk, c'est-à-dire tout à l'avant, où sont stockées les torpilles, les vraies comme les fausses, chargèrent ces 2 munitions factices. En parallèle, Eugène se trouvait dans le 7e compartiment, qui correspondait à la salle des machines. Il était responsable de tous ceux qui travaillaient dans cette partie du sous-marin. Alors que ces 2 torpilles factices étaient en train d'être chargées, Eugène et ses hommes étaient en train de tourner des cadrans et de tirer des leviers, quand tout à coup, un fracas profond secoua le vaisseau. Il se mit à bouger fortement vers bâbord, et Eugène eut la sensation qu'il était tiré par une force invisible, vers l'avant. Ce qu'il ne pouvait savoir, c'était qu'une des vraies torpilles du compartiment 1 venait d'exploser à une distance proche de la coque. Elle avait été lancée. Mais comme le Yursk était fait d'un acier résistant aux explosions, cette torpille ne transperça pas la coque. En revanche, à l'intérieur, l'enfer se propageait. Un incendie massif s'était déclaré suite au lancement de la torpille. Pour ceux qui connaissent la navigation, le pire ennemi d'un bateau est le feu. Alors imaginez une bouteille sous une pression extérieure énorme, remplie de bombes, avec un incendie à l'intérieur. Cela ne sentait pas bon. Mais le sous-marin n'avait pas coulé, tout du moins pas maintenant. Dans le 7e compartiment, Eugène se relevait après avoir été bousculé au sol, quand les alarmes se déclenchèrent et le chaos explosa. Il n'avait pas d'informations sur la situation à l'avant. Eugène prit donc les choses en main et demanda à ses hommes de suivre le protocole d'urgence, c'est-à-dire de sceller les portes étanches de leur compartiment. Au moment où Eugène et ses hommes scellèrent ces 2 portes, ils virent de la fumée entrer par les conduits de ventilation. L'incendie avançait vite. S'ajouta à cela l'eau qui inondait la partie avant du sous-marin et la perte de contrôle de la navigation, car même si le capitaine essayait de remonter à la surface, personne ne savait dans quel état était le devant du vaisseau. Avant qu'il ne puisse atteindre la surface, et alors que le capitaine avait presque réussi l'impossible, un immense fracas fit se retourner le sous-marin et l'entraîna au fond de la mer. Le feu prit une plus grande ampleur encore et atteignit les autres torpilles stockées à l'avant. Comme dit précédemment, c'était un sous-marin nucléaire. Quand l'explosion retentit, elle souleva des tonnes d'eau à la surface. Plus importante que la première, elle atomisa la moitié avant du sous-marin. Personne ne pouvait survivre à cela, soit l'explosion les avait tués instantanément, soit la pression extérieure avait broyé ce qui restait. Les derniers compartiments intacts étaient donc les 6, 7, 8 et 9. Eugène et ses hommes furent violemment projetés contre les parois quand la 2e explosion retentit. Ils durent s'agripper à ce qu'ils pouvaient, car la capitainerie n'existait plus. Ainsi le Yursk sombrait, décapité, vers les profondeurs. En seulement 4 minutes, il heurta le fond de l'océan, 100 mètres sous la surface. Nous ne savons pas exactement ce qui s'était passé à bord pendant les 2 heures qui ont suivi sa chute, mais il était possible qu'ils aient encore de l'électricité. Il y avait donc de la lumière. De plus, les purificateurs d'air devaient fonctionner. Ainsi, malgré les vapeurs toxiques présentes dans l'air, les marins devaient pouvoir respirer. Nous savons également qu'à un moment donné, Eugène et les autres hommes entendirent des coups venant du sas numéro 6, celui qui se trouvait le plus proche de la partie détruite du sous-marin. Eugène, qui devait être la personne la plus gradée à bord à cet instant, enfreignit le protocole et ouvrit la porte du 6e compartiment. Quelques survivants purent être évacués juste avant que l'eau ne finisse par tout inonder. À 13h30, Eugène et les autres survivants se replièrent dans le 7e, puis dans le 8e, et finalement arrivèrent dans le dernier, le 9e compartiment. L'eau s'infiltrait partout. Même avec des portes étanches, elle passait par les parois. Ainsi, lorsqu'ils se recroquevillèrent dans le 9e compartiment, il n'y avait plus rien à faire. Malgré la fatalité qui se coulait devant eux, Eugène resta calme et écrivit le récit des événements. Il parla de l'explosion, d'être les seuls survivants avec les 22 autres malchanceux. Il décrivit aussi le piège dans lequel ils étaient et l'eau qui montait petit à petit. Ils envisagèrent à un moment de sortir par la trappe d'évacuation, mais qu'apparemment cela n'avait pas fonctionné. Sûrement qu'elle était déformée par l'explosion ou le choc de s'être échouée sur le plateau océanique. Puis quand il eut fini d'écrire, le silence s'installa. Ils s'assirent conscients de leur sort et au bout d'un certain temps, l'électricité se coupa. Ils étaient dans le noir entourés d'un océan noir. Dans ces conditions, sans électricité et sans l'incendie qui avait été éteint par l'inondation, le froid des profondeurs s'immisça à l'intérieur. Puis Eugène reprit sa feuille
et ajouta ces mots quasiment illisibles. J'écris à l'aveugle. Nous sommes plongés dans le noir. Nous ne survivrons pas. J'entends des bruits autour de nous alors que nous sommes seuls. J'entends des frottements sur la coque et j'ai l'impression que nous bougeons. J'espère que nous mourirons avant de devenir fous, ou pire. Nous ne savons pas combien de temps Eugène et les 22 autres hommes ont encore tenu, mais on pourrait estimer que l'ensemble du sous-marin Yursk a été complètement inondé en 8 heures après l'explosion initiale. Bien que 2 des navires, dont celui sur lequel se trouvait l'amiral Zlatov, virent la deuxième explosion, rien n'avait été fait. Elle fut signalée, mais aucune action de secours fut entreprise. Même quand le contact radio ne put être rétabli après leur message, comme quoi ils s'apprêtaient à lancer 2 torpilles factices, personne ne s'inquiéta. Plus tard, des matelots sur le pont témoignèrent que l'amiral avait sous-entendu que ce devait être un problème avec la radio. C'était donc que plus tard dans la soirée que la marine russe avait compris qu'il y avait un problème avec le Yursk. Il aura fallu attendre plusieurs heures avant qu'un submersible de sauvetage ne soit mis à l'eau pour rejoindre le sous-marin. Et une fois sur place, il leur fut ordonné de remonter immédiatement à la surface. Ainsi, même s'il y avait eu des survivants à l'intérieur, ils n'auraient pas pu s'en sortir. La version officielle était que les Russes tentèrent pendant des jours de pénétrer à l'intérieur du sous-marin et avaient refusé l'aide de la Norvège, de l'Amérique et même de la Grande-Bretagne pour des raisons de secret militaire. Et comme nous le savons, c'est au bout de 9 jours après le naufrage du Yursk que les Russes autorisèrent les Norvégiens à intervenir. Lorsqu'ils entrèrent dans le sous-marin, ils avaient remarqué qu'il était complètement inondé. Des corps flottaient, et parmi eux, celui d'Eugène, avec son témoignage écrit. Avant de remonter à la surface, ils examinèrent la coque et retrouvèrent des traces qu'une torpille n'aurait pu faire. De plus, des morceaux de chair avaient été retrouvés sur les rebords tranchants de là où le sous-marin avait été décapité. Mais le plus étrange était que l'explosion nucléaire aurait dû souffler l'entièreté du sous-marin ainsi que les bateaux proches à la surface. Au lieu de cela, seul un trou gigantesque drainait l'eau vers des profondeurs inconnues. La Russie décerna à l'ensemble de l'équipage du Yursk l'ordre du courage, une distinction militaire importante, et les familles des victimes reçurent 10 ans de salaire chacune. Elles bénéficièrent également d'un logement gratuit dans n'importe quelle ville russe, et leurs enfants ont vu leurs études universitaires prises en charge. Mais suite à cela, aucune recherche ne fut autorisée sur ce territoire de la mer de Barents, que ce soit par des autorités locales ou internationales. Si vous pensez avoir trouvé la cause de tout cela, dites-le nous dans les commentaires. En attendant, voici un témoignage d'un accident tout aussi étrange qui s'est produit dans une zone proche de la mer de Barents. Quatre hommes dans un sous-marin exigu qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis plusieurs jours, cela promettait une ambiance digne d'un vestiaire sportif. Heureusement, nous étions tous des professionnels et plongeurs expérimentés. Notre employeur nous avait chargé de répertorier les fonds marins sur un tracé précis qui répondait à un nouveau projet de transport subaquatique à haute vitesse. Une autoroute sous-marine permettant de relier les continents entre eux en un temps record. N'étant pas les seuls sur le marché, la société voulait passer par des régions océaniques peu répertoriées, mais capable de diminuer drastiquement le temps de trajet. Le problème étant que cette zone avait un relief capricieux et que des montagnes pouvaient apparaître à n'importe quel endroit. Des accidents étaient déjà survenus par le passé dans la marine. Et malheureusement, à cette profondeur, vous n'aviez aucune chance de survivre en cas de brèche dans la coque. Je suspectais néanmoins la société d'avoir des contrats avec l'armée afin d'ouvrir de potentielles voies pour leur nouvelle génération de sous-marins, capables de plonger jusqu'au plus profond des océans. Nous étions donc conscients du danger qui nous guettait derrière ces parois fines, mais nous l'espérions résistante. J'étais allongé sur ma couchette du haut quand j'entendis Pavel recharger son arme. Je ne pus me répéter intérieurement qu'un homme armé n'avait pas sa place dans une équipe de scientifiques. Quand bien même c'était une société privée qui nous envoyait ici, le but de la mission ne justifiait en rien de nous surveiller. « Tu as fini de jouer avec ton arme, tu nous stresses !» Elliot n'avait pas sa langue dans sa poche, et cela pouvait nous desservir dans un endroit restreint comme le sous-marin. Nous avions pour habitude de ne pas interagir avec les autres membres de la mission, car d'une, nous étions souvent attribués à des équipes différentes, et de deux, cela limitait les risques de mésentente. Tu seras bien content que je sois là si ça tourne mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une sortie scientifique, pas une de tes missions de reconnaissance ou d'élimination. Pavel n'avait pas relevé la dernière phrase et s'était mis à faire des pompes entre les lits. Thomas s'était relevé de sa couchette et semblait avoir fini sa sieste. Du moment que vous me laissez faire mon travail et que je reçois ma paye, vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec tout le fric qu'on va se faire, j'espère ne plus jamais vous revoir.
Il était le chef d'équipe et sa réputation de bon meneur ayant la tête sur les épaules le précédait. On va approcher de la zone de sortie, donc préparez vos combinaisons, on va enfin prendre l'air. J'accueillis sa blague d'un grognement et enfila mon équipement. D'un des sabords, je pouvais apercevoir le campement de l'équipe qu'on remplaçait. C'était ma deuxième sortie sur cette région de l'océan. La zone à cartographier était tellement grande que plusieurs équipes devaient se relayer tout en ne restant pas plus de 2 jours au fond. Au vu de la profondeur et du temps de décompression, les équipes ne se croisaient pas lors du passage de témoins. Nous devions donc prendre connaissance de leurs avancées une fois sur place. L'atterrissage se fit en douceur et les pleins phares illuminèrent l'étendue sablonneuse en face du sous-marin. Tout le monde est ok? Radio ok? Chacun répondit par l'affirmative et nous entamèrent alors notre sortie extravéhiculaire. Nous atteignîmes le campement au bout de 10 minutes. Celui-ci avait été laissé en désordre par l'équipe précédente. Ces derniers avaient quadrillé une faible proportion du terrain à cause d'une montagne de plus de 2 km qu'ils avaient découverte. Elliot eut un rire nerveux. Heureusement qu'ils l'ont vue celle-là, sinon voilà les dégâts qu'elle aurait fait. J'étais pour ma part interrogatif. Comment une montagne de cette taille avait pu passer à côté de notre dernière descente? Le fond de l'océan était trop sombre pour y voir à plus d'une dizaine de mètres, et selon le rapport, nous étions à quelques minutes à pied de cette montagne. Ils avaient commencé la cartographie de la montagne, mais le dessin semble incomplet. Elle doit être sacrément grande pour que 2 jours ne soient pas suffisants pour en faire le tour. Thomas nous pointa alors la direction qu'indiquait la carte, pour vérifier cette découverte. On se sépare mais on reste à portée de radio, ok? À mesure que nous avancions dans la pénombre, le signal radio faiblissait rapidement. La montagne ne devrait plus être loin maintenant. Un dernier coup d'œil à la carte me rassura, car nous étions au bon endroit. Aucune masse rocheuse, ni même de petites collines ne s'élevaient devant nous. Juste une étendue déserte de sable se perdant dans les ténèbres. Je tournai sur moi-même afin de vérifier la position de mes collègues, mais eux aussi semblaient avoir été happés par la noirceur des profondeurs. Je crois qu'ils se sont trompés sur leurs coordonnées. Je ne vois aucune montagne ici. Un semblant de réponse m'était parvenu. Attention vous, dangereux, tombez dans... J'essayais tant bien que mal de leur répondre quand mon pied glissa sur une pente abrupte. Mon regard se baissa pour découvrir qu'une immense dépression rocheuse se tenait en face de moi. Elle était tellement grande que je ne pouvais déterminer quelle était sa taille. L'équipe précédente s'était-elle trompée à ce point qu'elle avait confondu les standards de cartographie? Le dessin établissait clairement qu'une montagne se tenait là, d'une taille tellement importante que même un satellite depuis l'espace aurait pu la voir. J'essayais encore une fois de contacter les autres membres de l'équipe, mais j'obtenais toujours le même signal brouillé. J'avais donc décidé d'inspecter les lieux, afin d'en déterminer la circonférence. Au bout de 10 minutes, je pus clairement affirmer que celle-ci semblait similaire à celle de la montagne. Je notais mes commentaires quand une lumière aveuglante me surprit et me fit perdre l'équilibre vers le trou. Mes bras cherchèrent un moyen de me rattraper, inutilement, quand une main puissante me tira en arrière. « Bah alors, tu veux faire le grand saut sans moi ?» C'était Elliot qui m'avait retrouvé. Je n'avais plus de contact radio et je voulais en apprendre plus sur cette chose. Pareil pour moi, je me sentais un peu seul et je suis bien content de t'avoir trouvé. On devrait voir jusqu'où ça descend. Je sortis le matériel attaché dans son sac à dos pour en sortir un sonar et des appareils de mesure. Je pris mon élan et lança les capteurs le plus loin possible. Je plantai également le sonar au bord du trou et attendis de recevoir des données. Le signal mit du temps à arriver, mais finalement, nous pûmes suivre la lente descente des capteurs. 50 mètres. 150 mètres. Elliot et moi nous regardâmes avec un air inquiet. Le relief des fonds marins était peut-être encore obscur pour le milieu scientifique, mais la profondeur du plateau océanique était connue. À aucun moment dans l'océan Atlantique n'existait un seuil plus bas que celui sur lequel nous étions. La chute accélérait dangereusement. 1800 mètres. Involontairement, nous eûmes un léger mouvement de recul, et le vertige me prit. Une angoisse primaire me vrilla les intestins. Les gars, vous me recevez? La voix de Thomas me surprit au point d'en lâcher la carte, qui flotta quelques instants en face de moi, avant d'être elle aussi aspirée vers le trou. Elliot lui répondit. On a peut-être un problème ici. Vous voyez la même chose que nous? Thomas semblait essoufflé et paniqué. Pavel est tombé, on a lancé rapidement et je ne le voyais plus, il a dû glisser. L'annonce me fit comme un coup de poing dans le plexus. L'air me manquait. Ce n'était pas le moment de faire une crise de panique. Nous n'étions pas formés à ce genre de situation. C'était aussi pour ça qu'ils envoyaient un garde armé. Et formé aux situations de crise. C'était à Pavel de nous sortir de ce genre de situation. Pas l'inverse. Nous n'étions pas ensemble. Il m'a dit qu'il partait en avant pour reconnaître le terrain. J'ai pris mon temps pour comprendre où avait pu passer cette montagne. Et quelques minutes après, j'ai découvert le matériel de Pavel au bord du trou. Il y avait son arme et d'autres engins explosifs. Il devait avoir quelque chose en tête. Et comment est-ce qu'il a pu tomber? Un éclair rouge brilla à l'opposé de là où nous nous tenions. C'était une fusée de détresse, tirée depuis un point situé à une dizaine de mètres en contrebas le long de la paroi. Ce devait être Pavel. Il avait réussi à se rattraper d'une manière ou d'une autre. Ne venez pas, je ne sais pas si vous m'entendez. Ne venez pas. Le signal qu'on captait était faible, tout autant que sa voix. Je compris soudain que la fusée de détresse n'avait pas été envoyée vers nous, mais vers les abysses. Pavel avait voulu éclairer le fond du trou. Le sonar se mit alors à sonner,
ainsi que les télémesures des capteurs. Les deux indiquaient que quelque chose bougeait à environ 4000 mètres de profondeur, quelque chose de titanesque et de rapide. Un autre éclair rouge illumina les parois supérieures du trou. La voix de Pavel nous parvint cette fois-ci beaucoup plus clairement. Je vais tout faire sauter. Barrez-vous d'ici maintenant. J'étais absorbé par la lumière rouge qui descendait de plus en plus vite dans la nuit noire des abysses. Le bip du sonar retentissait de plus en plus fréquemment. La chose se déplaçait extrêmement vite et arriva rapidement au niveau des capteurs que nous avions laissés. Lorsque les deux points se rencontrèrent, je perdis instantanément le signal. Au même instant, un immense courant d'air glacial remonta des profondeurs, nous propulsant tous à une dizaine de mètres du rebord. On entendit le cri de surprise de Pavel, qui avait dû être soufflé comme un épi de maïs. La décision fut prise de rebrousser chemin. Même si notre réserve d'oxygène personnelle était faible, Elliot et moi nous mîmes à courir, comme si la mort nous poursuivait. On retourne au sous-marin. On se retrouve là-bas, Thomas. J'espère qu'on n'aura pas à t'attendre. Allez-y. Pavel est encore en bas et je dois l'aider. Sa voix avait repris son sang-froid habituel et laissait deviner le pire. Je sais que c'est pas juste, mais tu dois partir. On n'arrivera pas à le remonter. Et cette chose, elle est en train de monter à une vitesse délirante. Tu vas te faire atomiser si tu restes ici. Thomas nous répondit toujours aussi posément. Je n'ai pas été franc avec vous, les gars. Pavel n'était pas ici pour nous protéger, ni même pour surveiller les travaux de cartographie. Il était là pour combler le trou. Pendant que vous faisiez vos gribouillages, lui avait pour mission de sceller cet endroit. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je dois terminer le travail. L'autre équipe a dû... Le signal s'était coupé. Une question me vrillait l'esprit. Étaient-ils au courant tous les deux qu'il n'y avait pas de montagne, alors que le bip rythmait notre course? J'aperçus enfin les lumières des phares. Pendant un instant, j'avais craint de ne rien trouver en lieu et place du sous-marin. Elliot et moi avons réussi à nous hisser à l'intérieur et nous attendions un mouvement dans l'ombre qui indiquerait l'arrivée de Thomas et Pavel. Le sonar s'affolait, alors que la chose se déplaçait à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Elle n'était plus qu'à une centaine de mètres du rebord. Le sol se mit alors à trembler. Un séisme océanique qui ne pouvait être provoqué que par la chose titanesque. Nous étions beaucoup trop proches. Des craquelures apparurent tout autour du sous-marin. C'était comme un mouvement tectonique d'une ampleur incommensurable. La pression devenait insoutenable, à tel point que nos oreilles se bouchèrent, au point de percer nos tympans. Elliot me secouait violemment et hurlait de fermer le sas. J'entendis alors Thomas. Bordel, mais qu'est-ce que... Sa phrase mourut dans une décharge d'énergie et de lumière qui claqua la porte du sas instantanément. Elliot et moi fûmes projetés contre la paroi opposée, alors que le sas était encore rempli d'eau. Tous les voyants s'éteignirent. Un coup d'œil autour de moi m'indiqua que le sas se vidait de son eau et que nous pourrions bientôt respirer sans notre casque. Par quel miracle nous étions encore là? Elliot était lui aussi en train d'émerger. Avec difficulté, je me hissai au sabord le plus proche. La vue était dégagée et illuminée par le champignon de l'explosion. Les milliards de volumes d'eau avaient été soufflés, nous laissant sur une plaine humide. L'espace d'un instant, j'avais pu voir que la réaction atomique des charges de Pavel avait comblé le trou. À nouveau, nous fûmes projetés contre une paroi, quand le reflux de l'eau nous prit par derrière. Nous priâmes alors pour que la coque résiste. Le ballottage dura encore quelques minutes avant que nous nous stabilisions contre le monticule de sable qui avait rempli le trou. Le sous-marin avait résisté. Nous étions en vie, mais allions devoir patienter plusieurs jours avant de revoir la lumière du soleil. Elliot activa le système de flottaison, et le sous-marin commença sa longue remontée. Les écrans s'allumèrent, un à un, jusqu'à ce que le sonar attira à nouveau notre attention. Une tache blanche venait d'apparaître sur toute la surface de l'écran.